terme un peu plus approprié, le terme cellulite ayant été abandonné. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt industriel, uniquement des liens d'intérêt académiques sur cette thématique. On va rentrer dans le vif du sujet avec des petites vignettes cliniques pour vous illustrer un petit peu l'hétérogénéité de cette entité que sont les dermohypodermites bactériennes nécrosantes. On va commencer par un patient d'une quarantaine d'années qui est diabétique, incurique, comme vous allez le constater, qui se présente aux urgences de l'hôpital dans lequel je travaille, avec des lésions nécrotiques du pied qui ne datent pas d'hier, comme vous pouvez l'imaginer. Là, c'est de l'ischémie qui doit traîner depuis un petit moment. Mais vous voyez des lésions qui sont apparues, on ne sait pas trop depuis combien de temps, avec de la rougeur, de la pâleur ici qui est inquiétante, et puis une volumineuse bulle hémorragique qui est un signe assez évocateur de nécrose. Quand on palpe, ça crépite. Il n'est pas choqué, il a 30 000 blancs. Il a une hyperlactatémie. Et puis quand on ponctionne cette bulle, il y a de nombreux coccygrammes plus de type staphylocoque et streptocoque. On a fait, le service des urgences a demandé une radiographie du membre. Il y a du gaz dans les parties molles. Donc c'est une dermohypodermite nécrosante assez évidente. Le patient nécessitera malheureusement une amputation de ce membre compte tenu du stade avancé de la maladie. Ici, c'est moins facile. C'est une patiente de 60 ans, prise en charge au long cours pour une cirrhose auto-immune sous corticoïdes, qui est admise pour un choc septique, sans porte d'entrée évidente. Vous voyez qu'elle a des marbrures extrêmement intenses, livédoïdes, avec des zones de pâleur. Il n'y a pas de porte d'entrée, encore une fois, si ce n'est tout de même, quand on l'examine bien, Vous voyez une jambe droite qui est gonflée, avec, vous voyez, le dos du pied très œdémacié. Puis comme on ne sait pas bien d'où vient le choc, on appelle les plasticiens qui sont un peu réticents à l'opérer. Ils mettent un coup de bistouri ici, ça saigne, ils ne veulent pas aller au bloc. Et puis vous voyez, 12 heures après, là où on a mis un coup de bistouri, c'est tout nécrosé. Malheureusement, il y a un retard à la prise en charge chirurgicale. On finit par la prendre en charge chirurgicalement, mais la patiente va malheureusement décéder. Vous voyez, de la nécrose est apparue ici et là. Là, on a été un petit peu meilleur, un patient de 70 ans qui est pris en charge initialement pour une insuffisance respiratoire aiguë fébrile. Ça ressemblait à une pneumonie, le patient est intubé, finalement la radio de thorax est normale en post-intubation. Il est choqué, il a des doses significatives de noradrénaline, on le réévalue. Il a une jambe qui est rouge, mais bon, on a vu pire. On réinterroge sa femme qui nous explique qu'il est tombé sur le genou. Il est médecin retraité, il s'est méché le genou lui-même. Quand on presse un petit peu ici, ça coule. Comme il est grave avec 6 mg de noradrénaline, on appelle les chirurgiens. On dit là, je pense quand même qu'il faut aller explorer ce genou, ce qui est fait 2 heures ou 3 après son admission. Et là, bien nous en a pris, puisque c'est une authentique dermohypodermite nécrosante à streptocoque du groupe A, qui pousse sur les hémocultures d'admission et sur les prélèvements opératoires. On a rendu, je pense, service à ce monsieur, puisque même si l'image est un petit peu impressionnante, vous voyez qu'on a pu débrider de manière assez limitée les tissus et surtout conserver la peau en regard de l'articulation du genou, ce qui, d'un point de vue fonctionnel, est extrêmement important pour ce monsieur qui pourra continuer à plier le genou et donc à bien marcher. Alors, vous voyez que c'est une maladie qui se présente de manière extrêmement hétérogène et qui, de ce fait, est difficile à diagnostiquer. Plus de 50% de retard et d'erreurs diagnostiques initialement. Et c'est pourtant la première étape, faire suspecter le diagnostic. Première barrière à cette prise en charge adaptée. Il faudra ensuite éventuellement prescrire des examens complémentaires, microbiologiques, parfois d'imagerie. Viendra ensuite l'étape chirurgicale, qui est la pierre angulaire du traitement, et une phase post-opératoire dont on parle trop peu et qui va représenter pourtant pour le patient la plus grande étape de son parcours, qui va durer des semaines, et pour laquelle les paramédicaux ont un rôle essentiel, parce que les soins post-opératoires sont extrêmement complexes pour ces patients, pour les patients, et extrêmement lourds. Cette phase de recouvrement cutané est très importante. Elle va aller jusqu'à la greffe de peau dans un certain nombre de cas. Et puis viendra ensuite une phase de réhabilitation pour les patients les plus lourds.
Alors, on distingue, pour faire simple, depuis la conférence de consensus d'il y a 20 ans, les infections nécrosantes des infections non nécrosantes. On oublie toutes les terminologies, cellulite, nécrose, etc. Tout ça, c'est trop compliqué. Dermohypodermite bactérienne nécrosante, non nécrosante, c'est tout ce qui nous intéresse. Les nécrosantes nécessitent un traitement médico-chirurgical. Il y a des classifications microbiologiques, type 1, type 2. C'est essentiellement à visée épidémiologique, ça n'intéresse pas trop les cliniciens que nous sommes. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est les classifications anatomiques, parce qu'elles sont immédiatement disponibles. Quand on prend en charge un malade, on sait tout de suite s'il a une dermohypodermite des membres, 2/3 des cas, la plupart du temps ce sont les membres inférieurs qui sont intéressés, ou alors si c'est un cas particulier, c'est-à-dire une dermohypodermite cervico-faciale, thoraco-abdominale, une gangrène de Fournier, forme clinique qui nécessite une prise en charge vraiment spécifique. Alors faire le diagnostic, on l'a vu, ce n'est pas toujours facile. Il y a effectivement un chevauchement dans les formes cliniques entre les formes non nécrosantes, qu'on appelle aussi érysipèles, et les formes nécrosantes, et c'est bien là la difficulté, puisque les signes les plus fréquents sont la rougeur, l'érythème, la douleur et l'œdème. Voilà les signes que vous voyez les plus fréquemment dans les infections nécrosantes. Et ces signes sont aussi les signes les plus fréquemment rencontrés dans les infections non nécrosantes. Et les signes qui sont spécifiques des infections nécrosantes, que sont les bulles, la crépitation et la nécrose cutanée, ne sont présents que dans 20 à 25% des cas. En d'autres termes, on ne va pas attendre d'avoir des signes authentiques de nécrose cutanée pour évoquer une infection nécrosante de la peau et des parties molles. À gauche, c'est rouge pétard, c'est ce qu'on appelle un érysipèle, c'est une infection non nécrosante typique. À droite, c'est un érysipèle aussi, c'est non nécrosant, mais c'est un peu moins facile parce que c'est un érysipèle avec une forme dite purpurique. C'est un peu plus violacé, donc c'est un peu moins facile, mais c'est une forme clinique, on va dire, classique. Là, c'est quoi ce truc-là? Eh ben, c'est de la nécrose. Okay, attention, méfiance. Ici à droite, bulle hémorragique. Là, s'il y a une bulle hémorragique, c'est que sous la bulle, il y a de la nécrose. Ça, c'est très, très, très évocateur de dermohypodermite nécrosante. Il faut explorer ça au bloc. Le bloc opératoire permettra d'effectuer le diagnostic de certitude. On incise, le chirurgien incise, la peau se décolle très facilement et on a la plupart du temps un liquide dit en eau de vaisselle qui se décharge. La peau part comme celle d'une pêche-mûre en quelque sorte. Et c'est vraiment le diagnostic de référence. Et puis, dans les cas les plus difficiles, l'anapathe vient confirmer la nécrose tissulaire. Donc la prise en charge médico-chirurgicale, on l'a vu, c'est vraiment la pierre angulaire. Et puis, viennent se greffer d'autres aspects du traitement. Évidemment, une antibiothérapie qui devra être large spectre, une bêta-lactamine, et puis souvent un autre antibiotique comme la clindamycine pour être synergique avec le streptocoque du groupe A qui est rencontré dans environ 30% des cas. Parfois des mesures adjuvantes, on ne va pas rentrer dans les détails. La prise en charge associée notamment des défaillances d'organes, et puis tout le volet post-opératoire dont on va dire un mot. Le traitement chirurgical, c'est vraiment l'aspect le plus important sur lequel on peut modifier le pronostic des patients en raccourcissement le délai de passage au bloc opératoire. Et là, il y a plusieurs études qui l'ont bien montré. Vous voyez ici une méta-analyse qui montre que plus le temps entre l'admission du malade et le passage au bloc est court, plus meilleur le pronostic du patient sera. Il faut donc un accès au bloc opératoire en urgence, des chirurgiens si possible expérimentés. Il faut savoir que les chirurgies seront la plupart du temps multiples, 2 à 3 débridements successifs. À quoi ça ressemble? Ce n'est pas de la microchirurgie, je vous le dis tout de suite. On incise largement les zones suspectes. Vous voyez, ils attaquent au bistouri électrique. Ça se décolle assez facilement. Voilà les tissus sous-cutanés. Le fascia qui est décollé là au bistouri électrique. Le chirurgien passe son doigt sous le fascia. Il y a, vous allez voir, un peu de liquide louche qui
cool, excusez-moi, avant le déjeuner. Il stimule là le muscle, ça se contracte, le muscle est vivant, et là, le muscle, vous voyez, est mort, il ne se contracte pas. OK, le muscle va partir. Voilà rapidement un patient de 74 ans qui avait une escarre sacrée, stade 4. Bon, vous voyez, creusante, qui vient pour des douleurs abdominales. On constate en fait un œdème important du scrotum avec une nécrose. Bon, c'est évocateur de gangrène de Fournier. Il a une gangrène de Fournier, donc il faut rechercher la porte d'entrée dans une gangrène de Fournier. C'est ça le message, qui peut être urogénitale, digestive ou cutanée. Et le message, c'est que pour rechercher la porte d'entrée d'un Fournier, il faut faire un scanner. Ici, la porte d'entrée était cutanée et le scanner met en évidence, vous voyez, une communication dans le petit bassin entre cette escarre cutanée et la bourse. Le patient sera pris en charge chirurgicalement, il aura une orchidectomie, un traitement antibiotique. Et puis finalement, j'oserais dire que le résultat chirurgical n'est pas si mauvais. Et vous voyez que 2 semaines plus tard, le patient se ressort à domicile en HAD avec des soins locaux. Alors la prise en charge post-opératoire, elle associe des pansements quotidiens, une détertion mécanique douce, une détertion chimique avec des pansements alginates humidifiés jusqu'au bourgeonnement de la plaie. Il y a bien sûr un volet analgésique qui est extrêmement important. Assurer la nutrition du patient est très important pour la bonne cicatrisation. On veillera au statut vis-à-vis du tétanos et à faire un rappel vaccinal si nécessaire. Vous voyez ici une plaie juste après les débridements. Donc là, c'est une plaie qui, on va dire, est propre d'un point de vue septique, mais qui n'a pas encore commencé à bourgeonner. Et puis, à mesure qu'on va faire les pansements quotidiens, la plaie va bourgeonner progressivement. Et le but, c'est de la mettre, comme disent les plasticiens, à quai, c'est-à-dire que les tissus de granulation remontent pour que la différence de niveau avec la peau périphérique s'atténue jusqu'à pouvoir greffer. 3 semaines plus tard, généralement. Il y a peut-être une place pour les pansements aspiratifs, les VAC, que vous connaissez bien. Ça permet de faire un pansement tous les 3 jours et non pas quotidien. Ça améliore la perfusion tissulaire, ça aspire les œdèmes. C'est probablement intéressant. Voilà successivement ce que ça donne, hein, entre un tissu de granulation et puis la greffe cutanée. Le pronostic, c'est 25 à 50% de mortalité, à peu près selon les séries. Le pronostic fonctionnel, il faut vraiment en parler parce que ce sont des patients qui souffrent énormément des séquelles de cette maladie. Il faut les accompagner, c'est un message, je crois, très fort, les mettre dans des filières de soins dédiées. Il y a 15% de patients qui sont amputés. Lorsque les débridements sont effectués en regard des articulations, les patients souffrent de pertes de mobilité qui sont terribles. Quand on ne peut plus plier son genou, on ne peut plus rentrer dans une voiture, on ne peut plus aller au cinéma. C'est un vrai handicap fonctionnel. On a, avec 2 infirmières de notre service, fait un travail où on a mené des entretiens téléphoniques pour mesurer la qualité de vie à 2 ans chez des survivants de fasciite nécrosante. Et on a comparé leur pronostic à des survivants de choc septique. Donc je vous montre juste cette slide. Donc vous avez, sur la minute qui me reste, vous avez en bleu foncé les chocs septiques survivants de réanimation et en bleu ciel les chocs septiques non dermo-hypodermites. Ici, c'est le score SF36 hein, de qualité de vie. Ici, c'est les patients normaux, les Français normaux, entre guillemets, à 50. Et là, vous avez le score physique et le score mental. Donc, vous voyez que les fasciites, elles sont très, très loin des Français normaux. Hein, d'accord ? Ils sont en dessous des chocs septiques, même si, comme il n'y a que 20 patients par groupe, on n'atteint pas la significativité. Et puis, par contre, si vous regardez les différents domaines entre les fasciites et les chocs septiques, vous voyez que sur une certaine dimension physique, il y a un écart très important. Et surtout au niveau de la santé mentale, dans différents domaines, on a des différences qui sortent significativement. Donc il y a un impact psychologique qui est vraiment très fort, lié au débridement, parce que c'est une maladie qui est terrible. Séquelles esthétiques, prise de greffe, perte de substance, dite en morsure de requin, de la fasciite. Mortalité élevée, séquelles invalidantes, prise en charge multidisciplinaire dans laquelle vous avez un rôle important. Il faut raccourcir le délai chirurgical, j'espère vous en avoir convaincu. Des soins post-opératoires
spécialisés, débridement, détertion, peut-être pansement aspiratif, pour aller jusqu'au recouvrement cutané. Voilà tous les gens avec lesquels on travaille en équipe à Mondor. Et puis un mot sur cette étude prospective internationale qu'on est en train de mettre en place avec les IGN et pour lesquelles vos services vont être sollicités dans les mois qui viennent. Et parlez-en à vos docteurs s'ils ne vous en parlent pas. Merci beaucoup pour votre attention.